Quelques petites notes avant de démarrer proprement dit notre journée. Il y aura des prises de photos. Si vous ne vous sentez pas, si vous n'avez pas le goût de vous faire prendre en photo, juste aviser l'équipe. J'ai promis le café. Youpi, il est arrivé. Super, on tient nos promesses. Et puis par rapport à la chaleur dans la salle, on a avisé l'équipe des locaux. Et puis on va rafraîchir notre environnement. Pas trop, ok. Nous aimerions reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone non cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers partenaires, bonjour. Je suis Elvire Bénédicte Tofa, entrepreneure et vice-présidente du RAFIC déléguée aux régions. En passant, bonjour Trois-Rivières où je réside. C'est en Mauricie en passant. Qui connaît pas Trois-Rivières? Là, je vais faire mon ambassadrice des régions. Là. OK, donc c'est bon, on connaît Trois-Rivières. Donc, j'ai la passionnante et exigeante tâche d'animer ce colloque aujourd'hui. Permettez-moi de débuter avec un paradoxe frappant. Au Québec, 50% des femmes immigrantes détiennent un diplôme universitaire, comparé à 34% des femmes nées ici. Elles arrivent donc qualifiées, formées, compétentes, et pourtant leur taux d'emploi reste inférieur, leurs revenus plus faibles. Ce paradoxe a un nom, la non-reconnaissance des acquis et des compétences. Ce que nous faisons aujourd'hui donc ensemble n'est pas seulement une réflexion, c'est un appel à l'action. Nous allons donc explorer au cours de la journée les cadres internationaux, les pratiques québécoises et les impacts réels sur le parcours de ces femmes immigrées. Alors je vous pose déjà une question d'entrée de jeu. Dans une société qui cherche des talents, pouvons-nous vraiment nous permettre de laisser dans l'ombre les compétences de milliers de femmes qualifiées? Bienvenue au colloque. Avant de poursuivre nos échanges, c'est-tu moi qui suis en train de jouer comme ça avec une affaire ici? C'est moi? Oh, là je m'excuse. Merci à la technique. Je vais me décaler. Donc, avant de poursuivre nos échanges, il me semble essentiel de souligner les acteurs qui ont rendu possible cette initiative. Ce colloque s'inscrit dans le cadre d'un projet porté par le RAFIC, le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées racisées du Québec, qui œuvre activement à promouvoir l'égalité et à contrer les obstacles systémiques auxquels font face les femmes immigrantes et racisées. J'aimerais également souligner le travail de Sarah Monteau, agente de ce beau projet, dont l'engagement et la coordination ont contribué à la réalisation de cette démarche. Ce projet aussi bénéficie du soutien précieux de Femmes Égalité des Genres Canada, représenté ici par Mme Jacqueline Diop, partenaire qui appuie les initiatives visant à promouvoir l'égalité et l'inclusion à travers le pays. Je vous invite déjà à acclamer chaleureusement ces organismes cités. Une chose est de les citer, une autre est de les inviter ici à prendre la parole. Donc, je vais inviter en premier la directrice générale du Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées racisées du Québec, le RAFIC, organisme qu'elle a cofondé. Titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et militante féministe engagée depuis plus de 30 ans, Yasmine Chouakri œuvre depuis longtemps à l'amélioration des conditions de vie des femmes immigrées et racisées. Son parcours l'a amené à contribuer à de nombreuses initiatives,
dans les milieux communautaires, féministes et académiques au Québec comme à l'international. Et si vous avez manqué les récentes informations, Yasmina est finaliste dans la catégorie Hommage pour le prix Égalité Thérèse Casgrain. Donc, aujourd'hui, nous la recevons encore sous vos ovations pour présenter le Rafik. Yasmina Chouakri, sous vos ovations, s'il vous plaît. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je n'ai pas besoin de me représenter, c'est bien, c'est déjà fait. Mais je prends cette présentation avec beaucoup d'humilité parce que le Québec m'a aussi apporté beaucoup. Le milieu communautaire, académique que j'ai travaillé, ces deux milieux m'ont beaucoup apporté et enrichi tout mon parcours. Alors, je tiens à le souligner, ça ne provient pas que de moi. Je vais juste vous présenter rapidement le Rafik. Le Rafik est un organisme qui s'est incorporé en 2011. Auparavant, il s'agissait en fait, c'était un comité en 2008 qui s'était créé avec des femmes immigrantes de différents secteurs suite aux données statistiques de 2006 qui démontraient vraiment que les femmes immigrantes se trouvaient toujours en bas de l'échelle en termes de revenus, avec un taux de chômage des plus élevés, etc., etc. Et donc, nous avons entamé une réflexion entre 2008 et 2011, date de l'incorporation de ce comité qui s'appelait le Comité de réflexion sur la situation des femmes immigrées et racisées du Québec. Et donc, en 2012, nous avons co-organisé avec la TCRI, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, nous avons organisé des états généraux sur la situation des femmes immigrées et racisées du Québec. C'est pour dire que depuis cette époque, l'enjeu de la reconnaissance des acquis et compétences est un élément important, est un enjeu important que nous continuons de soutenir parce que nous pensons qu'il est vraiment urgent de trouver des alternatives, surtout dans des contextes de manque de main-d'œuvre. Ceci dit, hormis ces objectifs généraux du Rafik et des grandes actions menées, des points importants du parcours de cet organisme, le Rafik est un organisme, un regroupement en quelque sorte national qui couvre plusieurs régions du Québec. Nous sommes constamment en développement, donc nous avons des représentants, des organismes ou des membres individuels qui sont membres du Rafik et qui représentent le Rafik dans certaines régions du Québec. Nous n'arrêtons pas de nous élargir et je veux dire aussi que nos objectifs sont c'est l'égalité évidemment des femmes immigrées racisées, c'est également de faire des liens avec les femmes du Québec, c'est toujours de travailler en lien. Nous ne sommes pas un organisme qui travaille en opposition, mais avec. Deuxièmement, les moyens que nous utilisons sont des moyens, évidemment, nous ne sommes pas un organisme de première ligne, mais nous, à travers la concertation, la formation, la recherche-action, la sensibilisation, nous mobilisons de plus en plus de femmes immigrées. Et vraiment, l'objectif est de trouver et de pallier notamment aux discriminations systémiques, dont la non-reconnaissance des diplômes. Et nous espérons que cette rencontre, et je vous la souhaite fructueuse, apportera quelques pistes d'action, notamment en se penchant sur les expériences ailleurs dans le monde. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Et merci à vous d'être présents.
Merci Yasmina. Et puis au nom des femmes des régions, nous sommes vraiment reconnaissantes d'avoir le RAFIC aussi partout en région. Le travail sur lequel nous allons réfléchir aujourd'hui a été fait par une chargée de projet du RAFIC. Elle est titulaire d'une maîtrise en affaires publiques et internationales. Elle coordonne le projet qui a pour titre « Contrer les effets systémiques et la non-reconnaissance des diplômes étrangers des femmes immigrantes », dans le cadre duquel s'inscrit le colloque aujourd'hui, dont elle a assuré la coordination et la préparation au cours des derniers mois. Son travail porte sur l'analyse des enjeux structurels liés à l'immigration, à l'intégration socio-professionnelle et à la reconnaissance des compétences, avec une attention particulière aux effets des politiques et des pratiques institutionnelles sur les parcours des femmes immigrantes. J'appelle au micro Sarah Monteau. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup Elvire pour cette introduction. Donc, avant de vous présenter le projet mené par le RAFIC, j'aimerais revenir brièvement sur le contexte dans lequel il s'inscrit. Donc, nous parlons souvent de pénurie de main-d'œuvre au Québec. Pourtant, dans le même temps, des milliers de femmes immigrantes hautement qualifiées occupent des emplois qui ne correspondent pas à leurs compétences. Donc, concrètement, cela signifie que des ingénieurs deviennent commis, que des pharmaciennes deviennent caissières, que des architectes ou des professionnels de la santé se retrouvent dans des emplois qui n'utilisent pas leurs compétences. La question n'est donc pas les femmes immigrantes sont-elles qualifiées, mais la vraie question, c'est plutôt pourquoi leurs compétences ne sont-elles pas reconnues? Et surtout, quels mécanismes institutionnels expliquent ces situations de déqualification professionnelle? Donc, c'est précisément à partir de ces constats que le RAFIC mène depuis 2024 ce projet qui est intitulé « Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers sur les femmes immigrantes ». Et donc, c'est un projet qui est financé par Femmes et Égalité des genres du Canada. C'est un projet aussi qui s'inscrit dans la continuité des travaux menés auparavant par Action Travail des femmes et qui vise à aller plus loin en travaillant sur les dimensions systémiques et institutionnelles de la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, l'objectif est clair, c'est de pouvoir mieux comprendre les obstacles structurels auxquels font face les femmes immigrantes qualifiées et mobiliser les acteurs concernés pour faire avancer les solutions durables. Donc, pour ce faire, ce projet s'appuie sur plusieurs axes de travail. D'abord, la concertation. Donc, nous avons mis en place une instance de concertation qui réunit différents partenaires et acteurs concernés par ces enjeux afin de réfléchir collectivement aux défis et aux pistes d'action possibles. Ensuite, la mobilisation et la sensibilisation. Dans ce cadre, nous avons organisé une tournée régionale dans plusieurs régions du Québec afin d'aller à la rencontre d'organismes communautaires, de représentants institutionnels, d'employeurs ainsi que de femmes immigrantes directement concernées par ces enjeux. Ces rencontres ont permis de créer des espaces d'échange, de témoignages et de réflexion collective autour des réalités vécues sur le terrain et des pistes de solutions possibles. D'ailleurs, le rapport issu de cette tournée est inclus dans les trousses qui vous ont été omises aujourd'hui. Donc, cette démarche aussi nous a permis de documenter plus finement les obstacles rencontrés, mais aussi de faire émerger des constats et des recommandations provenant directement des milieux concernés. Le projet comprend également le développement de formations et d'ateliers de sensibilisation portant sur les enjeux de la non-reconnaissance des diplômes étrangers des femmes immigrantes, afin d'outiller les institutions, les partenaires et les organisations qui souhaitent agir sur ces questions. En parallèle, nous avons mis en place une infrastructure de communication, incluant un site web, des bulletins et des outils de communication afin de rendre les résultats du projet accessibles et de contribuer à une meilleure compréhension publique de ces enjeux. Et finalement, le colloque aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche parce que les enjeux de la reconnaissance des diplômes et des compétences ne peuvent pas être traités en vase clos. Donc, ils concernent à la fois les institutions publiques, les universités, les ordres professionnels, les employeurs, les organismes communautaires et bien sûr les femmes immigrantes elles-mêmes.
Donc, l'objectif de ce colloque est donc de créer un espace de dialogue et de réflexion collective afin de mieux comprendre les cadres internationaux de reconnaissance, la manière dont le Québec s'y inscrit et les impacts concrets que ces mécanismes peuvent avoir sur les parcours de vie. Parce qu'au-delà des politiques, au-delà des procédures, il s'agit avant tout de parcours humains, de compétences et de potentiels qui méritent d'être reconnus. Et c'est précisément ensemble, par le dialogue, par la collaboration, que nous pourrons faire avancer ces enjeux. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui et de contribuer à cette réflexion collective. Merci. Merci Sarah et puis bravo pour tout ce travail qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui. Sarah l'a dit, on ne peut pas travailler en silo. Ça prend tous les acteurs pour contribuer à cette réflexion. Et ce projet n'aurait pas été possible sans l'appui de Femmes et Égalité des Genres Canada pour leur soutien qui permet de soutenir des initiatives comme celle-ci. Elle contribue à faire avancer la réflexion et les actions en faveur de l'égalité, de la pleine participation des femmes dans notre société. Donc, nous saluons la présence de Madame Diop, qui ne prendra pas la parole, mais à qui on pourrait demander de se mettre debout pour recevoir nos ovations. Merci d'être là. Bon, là, on va rentrer, je pense, dans le vif du sujet. Là. Pour approfondir la réflexion, nous avons réuni autour de panels des experts et des expertes. Chacun, à leur manière, travaille sur les enjeux liés à la reconnaissance des acquis, à l'intégration professionnelle et aux politiques publiques en matière d'immigration et d'égalité. Leurs perspectives complémentaires nous permettront d'éclairer les dimensions juridiques, institutionnelles, sociales et humaines de cette question. Le premier panel intitulé « Conventions et modèles internationaux » va recevoir M. Oumar Dicko. Je vais vous le présenter. C'était écrit tellement petit que je suis allée rechercher ça dans mes courriels. Parce qu'en passant, bon, à un certain âge, là, on met des lunettes et malgré les lunettes, ça prend de la lumière et malgré la lumière, il faut agrandir comme ça. Voilà. Qui est M. Oumar Dicko, professionnel des relations gouvernementales et des affaires publiques? Il cumule plus de 10 ans d'expérience en analyse des politiques publiques et en relations gouvernementales au niveau fédéral et provincial. Basé à Ottawa, il a notamment occupé des fonctions auprès du ministre des Services aux Autochtones et du ministre du Revenu national. Et il a collaboré avec des organisations nationales sur des enjeux économiques et sociaux. Ancien chercheur au sein d'un groupe de réflexion, il a également contribué à des travaux liés à l'OCDE. Immigrant de première génération, originaire de la Côte d'Ivoire. Hey, ma maman vient de la Côte d'Ivoire. Aïe, enchanté mon frère. Immigrant de première génération, originaire de la Côte d'Ivoire, il est titulaire d'une maîtrise et d'un baccalauréat spécialisé en économie à l'Université d'Ottawa. Sous vos ovations, M. Oumar Dicko. Donc, on va inviter M. Oumar Dicko à prendre place. Et puis, nous avons 2 autres panélistes en visioconférence. On a Madame Valérie Ismar. Elle est évaluatrice de diplôme. C'est une évaluatrice bilingue possédant plus de 15 ans d'expérience internationale en enseignement et 8 ans en évaluation de diplôme et de titres de compétences. Elle détient également une expertise approfondie des systèmes éducatifs canadiens et internationaux, particulièrement dans les pays francophones. Elle a animé des ateliers et présenté lors des conférences dans les universités, notamment à l'Université de Montréal. Elle conçoit son travail comme un levier
pour réduire les injustices systémiques auxquelles font face les personnes immigrantes dans leur parcours professionnel. Donc, nous allons recevoir Madame Valérie Isma en visioconférence. Et la troisième panéliste, Madame Tiffany Campbell, est évaluatrice de diplôme au comparatif. Ah, là, on veut que je pratique mon anglais. Oui. Tiffany Campbell est évaluatrice de diplôme au Comparative Education Service, le CES de l'Université de Toronto. Elle cumule 14 années d'expérience en évaluation des diplômes et possède une expertise profonde dans l'analyse des qualifications académiques internationales, dont 7 années consacrées à l'évaluation des qualifications en enseignement. Elle détient une connaissance étendue des systèmes éducatifs et des diplômes à l'échelle internationale. Dans le cadre de ses fonctions, elle s'intéresse aux pratiques et aux cadres de reconnaissance des qualifications étrangères et à leur application dans les reconnaissances des qualifications, dans un contexte canadien. Elle s'engage à promouvoir des pratiques de reconnaissance justes, précises et inclusives. C'est vrai, j'avais oublié, mais les petites sonneries de cellulaire, là, on va les fermer, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames. Ah, elles sont là. Elles me voient. Bonjour, mesdames. Bonjour. Voilà. Donc, bienvenue à notre premier panel sur les conventions et modèles internationaux. Je vous laisse la parole, Monsieur Oumar Dicko. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et merci au RAFIC d'avoir organisé ce colloque. Je pense que c'est une conversation très importante à avoir en ce moment et surtout que dimanche, c'était la Journée internationale de la femme. Et donc les conversations sur la reconnaissance des diplômes et l'intégration des immigrantes sont très importantes. Dans les prochaines minutes, je vais passer quelques minutes à vous situer sur le travail que fait notre organisation, WES, World Education Services, et puis replacer la reconnaissance des diplômes dans un contexte international, parce qu'il y a des conventions et des règles internationales qui entourent la reconnaissance des diplômes. Et je terminerai ensuite par discuter le cadre canadien, qui est assez particulier dans sa structure, et on parlera de ça. Donc, WES, nous sommes une entreprise sociale à but non lucratif. Nous œuvrons principalement au Canada et aux États-Unis. Notre mission est de faciliter l'intégration éducative, économique et sociale des immigrantes et immigrés, des réfugiés et des étudiants et étudiantes internationaux. Concrètement, on fait l'évaluation des diplômes, ce qui est souvent la première étape dans l'intégration des immigrantes et immigrants au Canada. Mais nous travaillons aussi dans plusieurs domaines, en politique publique, on fait de la recherche, et on a aussi une branche philanthropique qui donne du financement aux organismes qui supportent les immigrants partout au Canada et aux États-Unis. Notre objectif, il est assez simple, c'est de vraiment permettre à tout le monde de pouvoir faire valoriser et mettre à profit leur éducation partout dans le monde. Notre mission, que chacun puisse utiliser son expérience et ses acquis, son éducation quand il change de pays. Et cela reflète une réalité que nous jugeons assez importante. La mobilité des talents devient un phénomène qui grandit de plus en plus, surtout dans les pays de l'Ouest, parce qu'on a une population vieillissante. Donc, on doit se fier aux talents immigrants pour pouvoir
continuer notre développement économique. Donc la reconnaissance des qualifications est donc un enjeu clé pour les systèmes d'éducation, pour les systèmes d'immigration et pour l'intégration des immigrants au Canada. Alors WES, c'est 50 ans de service. Nous travaillons avec des milliers d'organisations partout dans le monde, les établissements d'enseignement, les ordres professionnels, les gouvernements et les employeurs. Donc cette position nous donne un aspect assez unique sur les systèmes d'éducation dans le monde, sur les systèmes d'immigration dans le monde. Pour WES, nos demandeurs viennent de plus de 200 pays. Les principaux pays d'études incluent l'Inde, le Nigeria, le Cameroun, les Royaumes-Unis. Et quand vous voyez ces 10 pays de la liste ici, c'est vraiment consistant avec les nombres d'immigration qu'on voit de ces pays-là au Canada. Et je pense que cela illustre très, très bien le caractère assez international de l'immigration au Canada et l'importance d'avoir des mécanismes qui sont assez fiables et équitables dans l'évaluation des compétences et des qualifications au Canada. Et c'est là que les organismes comme WES et mes collègues qui sont sur le panel, nous jouons un rôle assez clé dans vraiment une des premières étapes dans l'évaluation des diplômes et l'évaluation des compétences. Alors maintenant, on va se pencher sur les conventions internationales qui entourent l'évaluation des diplômes, parce qu'il y a des normes et standards internationaux qui existent pour encadrer l'évaluation des compétences et des diplômes internationalement. Les premières initiatives en matière de reconnaissance des diplômes de façon internationale se sont passées juste après la Seconde Guerre mondiale. Elles avaient vraiment pour objectif de faciliter la mobilité académique dans les pays européens. Et il y a des conventions qui ont été adoptées dans les années 50 pour vraiment établir l'équivalence des diplômes et aussi l'équivalence des périodes d'études. Et ces initiatives des années 50 ont vraiment fait la fondation qui aujourd'hui encadre l'évaluation des diplômes et des compétences partout dans le monde. Elles ont vraiment jeté les bases du cadre international qui entoure l'évaluation des compétences. Dans la même veine, dans les années 70 à 1980, l'UNESCO, qui est l'Organisme des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science, a aussi développé des conventions régionales. Et le but de ces conventions régionales était vraiment de faciliter la mobilité académique et professionnelle parmi les régions, notamment l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Ces conventions avaient pour but de faciliter les échanges et la coopération de ces pays-là et vraiment faciliter la mobilité académique et professionnelle entre les pays d'une même région. Après les années 80, l'UNESCO et les pays ont trouvé que les conventions régionales étaient assez fragmentées parce que le phénomène de mobilité des talents n'était plus seulement un phénomène régional où les gens se déplaçaient dans la même région d'un pays à l'autre en Afrique ou d'un pays à l'autre en Europe, ça devenait un phénomène global. Donc il fallait trouver des conventions qui pouvaient inclure plusieurs pays, différentes régions, qui pouvaient être cohérentes au niveau mondial. C'est de là que est venue la Convention de Lisbonne de 1997, qui a été adoptée. Cette convention-là constitue le cadre moderne de l'évaluation des diplômes en ce moment. Elle a introduit un principe assez clé qui entoure l'évaluation des diplômes, et le Canada est un des signataires de la Convention de Lisbonne. C'est la reconnaissance des diplômes doivent être accordés par défaut, sauf s'il y a une différence assez substantielle entre les différents programmes. Cela veut dire que les qualifications et l'évaluation des qualifications doivent se faire par défaut, si et seulement si l'autorité qui évalue les diplômes trouve qu'il y a une différence substantielle. Donc le fardeau de la preuve n'est pas sur le demandeur, mais sur les autorités d'évaluation. Et ça, c'est vraiment très important parce que si je vous donne un exemple, par exemple, si quelqu'un a un baccalauréat en ingénierie de la Côte d'Ivoire et qui vient au Canada, par défaut, quand cette personne-là applique pour l'évaluation de ses diplômes, le diplôme doit être reconnu comme un baccalauréat en ingénierie. Et maintenant,
le fardeau de la preuve est sur les autorités qui évaluent ces diplômes-là. C'est eux qui doivent prouver qu'il y a des différences substantielles entre les deux programmes. Donc, si par exemple le baccalauréat de la Côte d'Ivoire en ingénierie est de 2 ans, au Canada il est de 4 ans, ça c'est une différence substantielle. Et donc la preuve, le fardeau de la preuve est de là. S'il y a des cours, par exemple en thermodynamique, j'ai fait de l'ingénierie, si ça manque dans le programme de la Côte d'Ivoire, qu'il y a ça au Canada, ça c'est une différence substantielle. Donc ça c'est vraiment un principe très important. Et la Convention de Lisbonne a aussi introduit des principes très clés d'équité, c'est-à-dire que toute personne a le droit de faire reconnaître ses qualifications et ça ne dépend pas des pays sur desquels elles viennent. Il y a la transparence aussi, ça veut dire qu'on doit avoir accès à l'information sur les systèmes éducatifs de chacun des pays pour qu'on puisse faire l'évaluation des diplômes. Et pour nous, qui sont les évaluateurs, c'est très, très important qu'on connaisse les systèmes éducatifs des différents pays d'où les gens viennent. On a des gens qui viennent de plus de 200 pays et c'est important que ces informations-là soient disponibles pour nous. Et aussi, il y a les principes de mobilité qui favorisent la mobilité entre les différents pays. Comme je l'ai indiqué, le Canada a ratifié la Convention de Lisbonne et c'est aussi devenu une loi internationale en 2018, ce qui donne l'obligation à tous les pays qui sont signataires de la Convention de Lisbonne d'être en conformité avec cette convention-là, parce que c'est une loi internationale, c'est plus seulement une convention que tu signes et tu dois faire introduire les normes et standards dans ton pays, mais c'est vraiment une loi maintenant. Plus récemment, l'UNESCO a aussi pensé à créer une convention globale sur la reconnaissance des qualifications, parce que la Convention de Lisbonne, il y a 56 pays qui l'ont ratifiée, c'est entre les pays d'Europe, le Conseil d'Europe, certains pays l'Amérique du Nord, et certains pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont signataires de la Convention de Lisbonne. Ce n'est pas tous les pays qui sont inclus là-dedans. Et le but de l'UNESCO maintenant, c'est d'avoir une convention globale qui va inclure tous les pays pour avoir un cadre véritablement global pour la reconnaissance des compétences. Au Canada, il y a 40 pays qui ont déjà signé la Convention mondiale de l'UNESCO. En 2019, elle a été introduite en 2019 et mise en vigueur en 2023. Au Canada, toutes les provinces, il y a un consensus entre toutes les provinces et territoires pour ratifier la Convention. Et là, maintenant, c'est le rôle du gouvernement fédéral et d'Affaires Global Canada d'entamer les procédures administratives pour pouvoir ratifier cette convention-là. Ce sera exactement comme la convention de Lisbonne, avec les mêmes principes d'équité, de mobilité, de transparence et de coopération, mais ce sera une convention globale qui va régir l'évaluation des diplômes au niveau mondial. Donc, comme j'en ai parlé, toutes ces conventions, depuis les années 50, ont des principes très clés. L'équité, pour commencer, toute personne a le droit de faire évaluer ses diplômes et on introduit ces principes-là dans nos évaluations à nous aussi. La transparence, les systèmes éducatifs et les informations sur les systèmes éducatifs des différents pays doivent être disponibles et clairs. Et le processus d'évaluation des diplômes doit être aussi transparent. C'est-à-dire que si on fait une évaluation des diplômes, qu'on trouve qu'il y a des différences substantielles entre les deux systèmes éducatifs, on doit le dire à la personne qui applique. On doit aussi leur dire c'est quoi les différents documents dont on a besoin, c'est quoi le processus d'authentification et tout ça. Donc, c'est vraiment important que le processus soit transparent. En termes de mobilité, toutes ces conventions ont été créées pour viser à faciliter la mobilité académique, les échanges, la mobilité professionnelle. Donc, c'est un principe très clé. La reconnaissance par défaut qui a été introduite par la conférence de Lisbonne, par la Convention de Lisbonne en 1997, elle est vraiment importante. Ça veut dire que la reconnaissance des qualifications doit se faire par défaut, sauf si les autorités compétentes qui font l'évaluation des diplômes peuvent prouver qu'il y a des différences substantielles entre les différents systèmes éducatifs, entre les différents programmes. Et enfin, la coopération internationale, ce qui est important pour que tout le monde puisse avoir des informations sur les différents systèmes éducatifs. Et maintenant, on va parler un tout petit peu du cadre national canadien, parce qu'on a signé des conventions internationales qui régissent l'évaluation des diplômes, mais il y a aussi un cadre canadien dont on va parler. Au Canada, là, comme je l'ai indiqué au départ, la structure canadienne est assez particulière parce qu'on a un État fédéral, l'éducation revient des provinces et territoires. Il n'y a pas de convention nationale sur la reconnaissance des compétences au Canada, mais le système se base sur des mécanismes
qui sont là et des organisations assez spécialisées qui permettent de coordonner les efforts au niveau national. Par exemple, nous avons le Conseil des ministres d'éducation du Canada, où c'est un conseil qui réunit tous les ministres d'éducation pour favoriser la collaboration entre les différents ministres, pour promouvoir les échanges de bonnes pratiques et pour s'assurer qu'il y ait de la communication entre les différents systèmes. Il y a le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux. Ce centre a été créé en 1990 et il avait pour but de s'assurer que le Canada est en conformité avec la Convention de Lisbonne que nous avons signée et ratifiée. Et ce centre a pour but vraiment de donner des informations non seulement aux individus qui veulent faire évaluer leurs compétences, aux évaluateurs comme nous, WES, et aux employeurs, aux organismes de réglementation, aux ordres professionnels. Donc c'est vraiment cet organisme-là qui établit les normes et standards à respecter. Et il y a un cadre pan-canadien d'assurance qualité de la reconnaissance des diplômes. Et ce cadre-là régit les normes et les standards que chaque organisation qui évalue les diplômes devrait avoir. Et enfin, nous avons l'Alliance des services d'évaluation de diplômes, qui inclut WES, notre organisation, qui inclut les organisations de mes deux panélistes qui sont en ligne. C'est un groupe de 6 organisations, publiques et privées, qui sont des services d'évaluation de diplômes partout au Canada. Donc, on a cette alliance-là pour pouvoir collaborer entre nous, les organisations qui font l'évaluation des diplômes, et aussi pour s'assurer de la cohérence de l'évaluation des diplômes. Quelqu'un ne veut pas venir chez West, avoir une évaluation qui lui dit que tu as un baccalauréat en ingénierie et aller dans une autre organisation avoir une différente évaluation qui lui dit que ce n'est pas un baccalauréat en ingénierie. Donc, si vous comprenez bien, donc, on doit s'assurer que tous les organismes qui font l'évaluation des diplômes, on fonctionne avec les mêmes règles, on a de la communication entre nous et on s'assure de la cohérence de l'évaluation des diplômes. Donc, pour conclure, il faut reconnaître que la reconnaissance des qualifications repose aujourd'hui sur une architecture internationale assez structurée. Et ces cadres visent principalement à faciliter la mobilité académique et professionnelle et aussi à s'assurer que la reconnaissance des diplômes est équitable et transparente. Et au Canada, même si on a un système qui est décentralisé au niveau de l'éducation, il y a plusieurs mécanismes qui existent et d'organisations qui existent pour s'assurer qu'on ait une coordination et les efforts soient coordonnés au niveau à l'échelle nationale. Alors, ceci conclut ma présentation et je serai ravi de répondre aux questions pendant le panel. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Oumar Dicko. Donc, après votre perspective en termes de conventions et modèles internationaux, on va continuer dans la même dynamique avec le Comparative Education Service, avec Madame Valérie Ismar et Madame Tiffany Campbell que nous avons en ligne. Je pense que la première à prendre la parole est Madame Valérie Ismar. J'avais oublié de me mettre en actif, je suis désolée. Donc oui, je vais commencer par faire une petite présentation sur justement l'évaluation et la reconnaissance des diplômes au Canada, mais d'un point de vue plus local, c'est-à-dire pour nous à CES, donc le Comparative Education Service. Et je vais vous présenter quelques informations sur comment le processus se déroule et ce que nous faisons. Alors, laissez-moi commencer. Petit problème technique. Vous voyez la présentation, c'est bon. Très bien, donc je commence. Donc tout d'abord, on va commencer par qui est CES, qui sommes-nous? Le Comparative Education Service CES a été fondé par l'Université de Toronto en 1967
Et nous sommes la seule agence universitaire d'évaluation de diplômes au Canada. Nous avons plus de 50 ans d'expertise, donc nous sommes tout aussi anciens que WES pour l'occasion. Et nous sommes agréés par les agences gouvernementales, les établissements d'enseignement supérieur, les organisations professionnelles et les employeurs à travers le Canada. Nous sommes reconnus donc par le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux, le CICDI, et nous appartenons à l'Alliance canadienne des services d'évaluation de diplômes, la CSED, dont notre collègue a parlé. Nous respectons, en étant membre de cette association, nous respectons le cadre pan-canadien d'assurance de la qualité pour l'évaluation des diplômes universitaires internationaux et nous appliquons les recommandations sur les critères et les procédures pour l'évaluation de qualifications acquises à l'étranger adoptées lors de la Convention de reconnaissance de Lisbonne de 1997. Nous offrons 2 types d'évaluation. Immigration, donc parce que nous avons été désignés par le ministère de l'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada pour une utilisation à des fins migratoires et générale pour une utilisation à des fins académiques ou professionnelles. Et de par ce mandat, nous nous adressons à un public varié qui est composé de candidats à l'immigration, d'immigrants, d'étudiants internationaux, d'institutions d'enseignement supérieur, d'employeurs, d'organismes professionnels, etc. Avant de commencer et avant de vous expliquer comment se situe le processus d'évaluation, il y a une chose qu'il faut comprendre et c'est la différence entre ce qu'est une évaluation et ce qu'est la reconnaissance. L'évaluation, c'est le processus qui vise à déterminer l'équivalence entre un diplôme étranger et un diplôme canadien. Donc, le processus vérifie l'authenticité du diplôme, le niveau d'études, la comparabilité avec le système canadien en s'appuyant sur le cadre pan-canadien d'assurance de la qualité pour l'évaluation des diplômes ou le CAQ. L'évaluation des diplômes étrangers est réalisée par des organismes spécialisés, privés ou publics comme nous, et réunis au sein d'une association mutuelle pan-canadienne, donc l'alliance à laquelle nous faisons partie, la CSED. Nous sommes aussi désignés par les autorités fédérales, donc le ministère de l'Immigration, ou alors des institutions d'enseignement supérieur comme les universités, etc. A contrario, la reconnaissance, elle, c'est l'étape suivante, après l'évaluation. C'est l'étape qui vise à confirmer que l'acceptance de la qualification dans le cadre professionnel ou académique. C'est-à-dire que cette reconnaissance va se faire au niveau des provinces ou des territoires individuels, puisque comme l'a dit M. Dicot, le Canada a une structure assez décentralisée de l'éducation et de la formation professionnelle. Et donc, cette reconnaissance va être laissée aux organismes de réglementation professionnelle locaux, comme les ordres, les collèges, les associations professionnelles pour les professions réglementées, comme la médecine, l'ingénierie, les soins infirmiers, ou alors les établissements d'enseignement supérieur pour l'admission et la poursuite des études. Nous nous basons donc sur le cadre pan-canadien d'assurance de la qualité, de l'évaluation des diplômes d'études internationaux, donc le CAQ, pour justement avoir cette cohérence d'évaluation entre toutes les agences. Ce CAQ a été créé par les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de réglementation professionnelle et les services d'évaluation de diplômes des études. Et il se fonde sur la Convention de Lisbonne, dont M. Dicot a parlé, et il met l'accent sur des normes, sur des principes fondamentaux qui vont gérer donc le processus. Ce sont généralement les normes pour les compétences des évaluatrices et des évaluateurs, la collaboration et la mise en commun de l'information entre les organisations, l'intégrité du processus et la transparence. Et ce cadre est d'ailleurs accessible à tous en ligne en suivant l'adresse email qui est en bas de l'écran. Comment est-ce que donc ces principes généraux s'appliquent à l'évaluation de diplômes au jour le jour?
Donc, on va retrouver ces principes fondamentaux dans l'évaluation des diplômes, et ce sont 3 principes généraux que nous allons suivre. Le premier est l'authenticité, c'est-à-dire on va vérifier que les documents qui sont soumis, donc les diplômes, les relevés, tous les documents académiques qui peuvent nous être envoyés, proviennent réellement de l'établissement mentionné sur la demande, et qu'ils ont bien été édités par cet établissement. On va ensuite procéder au deuxième pas, qui est la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que l'établissement et les programmes ont été accrédités par une autorité éducative nationale, et vérifier donc justement que ce diplôme est localement reconnu pour que puisse se passer la reconnaissance au Canada, puisque, comme l'a dit M. Dicot, la reconnaissance se fait de fait. Et donc, pour que le diplôme soit reconnu au Canada, il faut d'abord qu'il soit reconnu localement dans le pays d'origine. Puis ensuite, une fois qu'on a établi la reconnaissance, on va passer à la comparabilité, c'est-à-dire qu'on va regarder le positionnement du diplôme dans le cadre local par son niveau, sa durée, le contenu des enseignements, les exigences en sortie, et on va essayer de trouver la correspondance la plus cohérente avec le diplôme. Cohérente, mais pas nécessairement parfaite, puisque les systèmes d'éducation étant spécifiques à certains États, il y a des diplômes qu'on ne va pas forcément pouvoir trouver dans le système canadien. Typiquement, la voie, par exemple, professionnelle oui, la voie professionnelle en Europe est plus développée que la voie professionnelle au Canada. Donc, généralement, il faut trouver ce qui se rapproche au plus proche, mais qui ne sera pas forcément exactement la même chose. Donc, chez CIS, on a utilisé ces principes pour justement, on les a rendus transparents aux applicants pour qu'ils comprennent comment le processus se déroule. Donc, tout d'abord, on va commencer par une analyse documentaire qui, en soi, est le principe d'authenticité. Donc, les documents académiques vont nous être envoyés et on va vérifier plusieurs choses. On va d'abord vérifier pour les documents officiels, c'est-à-dire qui viennent directement de l'établissement. On va vérifier les scellés, puisqu'on demande toujours à ce que les documents soient envoyés sous enveloppe scellée avec le sceau de l'établissement dessus pour prouver que ces documents viennent bien de l'établissement. On va ensuite regarder ces documents de façon plus précise en s'attardant sur les formats officiels, c'est-à-dire est-ce que le document correspond aux formats publics qui sont connus qui sont publiés par les autorités nationales. On va aussi regarder les attestations des officiers qui vont nous les envoyer, et on va aussi vérifier les contacts institutionnels, c'est-à-dire est-ce que ça a été envoyé d'une adresse officielle, par exemple, puisqu'on reçoit des documents électroniques, par exemple, ou est-ce que les adresses correspondent bien aux adresses officielles qui sont publiées. Et pour les documents originaux, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, vu que ce sont des documents originaux qui sont apportés par les applicants, on va regarder plus les formats officiels et on va, si on le peut, comparer ces documents avec les données qui sont dans les bases de données officielles des pays, dans certains cas, ou alors avec des échantillons que nous avons déjà établis, que nous avons déjà vérifiés. On va passer ensuite à l'analyse du système éducatif d'origine. Donc, on va procéder à l'étape de reconnaissance. Donc, dans ce cas-là, on va prendre le document et on va l'analyser pour trouver, quel est le titre obtenu, quel est le titre de la qualification, et est-ce que cette qualification existe, puisque parfois, il arrive parfois que les diplômes changent, que les diplômes ne soient pas, que les établissements parfois prennent des libertés avec la dénomination du diplôme. Donc, on va d'abord s'assurer que ce diplôme est un diplôme qui existe et qui est identifié dans le cadre de qualification locale. Ensuite, on va s'attarder sur
le statut de l'établissement. Donc, vérifier son statut juridique. Est-ce que c'est un établissement public? Est-ce que c'est un établissement privé? Quels sont leurs droits en matière locale? Donc, est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, de délivrer des diplômes? Est-ce que ce sont juste des centres de formation? Et on va vérifier aussi leur accréditation, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont reconnus par le ministère ou alors les agences d'accréditation locale. Et on va faire la même chose avec les programmes, puisque généralement, et dans beaucoup de pays, l'accréditation se passe à 2 niveaux. On peut avoir un établissement qui est reconnu et qui offre des diplômes qui ne sont pas forcément reconnus, qui peuvent être des diplômes d'établissement, par exemple. Donc, on va vérifier le niveau d'accréditation du diplôme qui a été émis par l'établissement proposé. Et enfin, une fois que l'on a terminé ce processus, on va enfin se livrer à l'étape d'équivalence. Donc, regarder le cadre de qualification locale, voir quel est le niveau d'études, les structures, etc., et les comparer au système canadien pour justement trouver cette équivalence. Sur la droite de l'écran, vous avez les étapes comme elles sont faites pour les applicants de CIS, c'est-à-dire qu'on a donc organisé ces trois étapes fondamentales en 16 pas, dont on informe les applicants au fur et à mesure que leur diplôme progresse dans le processus. Mais malgré tout, ce n'est pas forcément si facile que ça. C'est-à-dire que malheureusement, il arrive parfois que on fasse face à des situations qui sont plus complexes et à des limitations. Généralement, ce sont des limitations qui sont indépendantes de la volonté de l'applicant et pour lesquelles on va devoir s'adapter, puisque toute personne a le droit d'obtenir une évaluation. Seulement, la limitation, c'est que même si l'applicant se trouve dans ces situations assez complexes, on doit maintenir l'intégrité du processus. Donc, c'est pour cela qu'on a établi des processus alternatifs qui vont nous permettre de produire une évaluation tout en maintenant cette qualité et cette intégrité du processus. Par exemple, si on a un problème d'authenticité, c'est-à-dire que l'applicant ne peut pas obtenir des documents officiels parce qu'il y a un problème dans son pays d'origine, typiquement comme en ce moment des conflits ou alors des catastrophes naturelles, comme on a vu ces derniers temps, l'alternative que l'on a, c'est de faire une évaluation qui est basée sur des copies que l'on va soit vérifier directement avec les institutions, puisque nous avons des rapports privilégiés avec les établissements d'origine. Généralement, on va écrire à l'université si c'est possible, ou alors on va écrire au ministère si c'est possible. On va aussi se rapprocher des consulats, etc. On peut aussi faire une évaluation sur la base de documents originaux qui sont fournis par le candidat. Et de la même façon, on va procéder à la vérification de la même façon qu'on fait avec les copies. On peut aussi, dans certains cas, pour certains pays, consulter directement les bases gouvernementales de données, typiquement, par exemple, pour la Russie ou l'Ukraine, qui répertorient toutes les personnes qui ont obtenu des diplômes dans le pays. Donc, on a accès à ce genre de base de données où on peut vérifier l'obtention du diplôme. Si jamais, par exemple, on a des problèmes de reconnaissance, c'est-à-dire que le pays est un territoire qui n'est pas forcément, qui n'a pas d'autorité politique, par exemple, comme le nord de Chypre ou alors certaines régions d'Ukraine, ou alors s'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont fait que les données ont été détruites et qu'on ne peut pas contacter les autorités locales, on va se baser sur des sources secondaires, mais des sources secondaires qui sont vérifiées, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de contacter des ministères qui n'auront pas forcément les moyens de nous répondre, on va se baser sur des bases de données internationales, comme celles qu'entretient l'UNESCO, par exemple. Et finalement, on a aussi parfois des limitations au vu de la comparabilité. Certains
applicants nous envoient des diplômes dans des disciplines, par exemple, qui n'existent pas du tout au Canada. Ou alors des études, des parcours d'études qui sont incomplets. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, plus que de se concentrer sur la discipline ou alors le parcours, on va plutôt se concentrer sur le niveau académique qui a été acquis à travers ce parcours incomplet ou à travers cette qualification qui n'existe pas au Canada. Mais bon, malgré tout ça, il existe quand même des situations où on ne peut pas donner d'alternative. Parce que si nous n'avons pas de document, par exemple, où on n'a aucune donnée utilisable, on ne peut pas produire quelque chose à partir de documents qui ne sont pas là, en fait. De la même façon, si malheureusement cette personne a étudié dans des établissements qui ne sont pas reconnus par le pays d'origine ou alors qui ont fait des qualifications qui ne sont pas non plus reconnues, on ne peut pas donner une équivalence à quelque chose qui n'a pas de reconnaissance locale. Et finalement, nous ne pouvons pas non plus donner d'équivalence à un parcours professionnel ou un bilan de compétences, puisque nous donnons des équivalences académiques et non professionnelles. Ici, là, j'aimerais vous présenter quelques cas pratiques que nous avons rencontrés et que nous rencontrons encore au cours du processus d'évaluation. Donc, par exemple, pour Haïti, ces dernières années qui a été frappée par l'instabilité politique et les catastrophes naturelles, nous avons eu pas mal de cas où nous avons dû appliquer ces solutions alternatives. Généralement, on a trouvé un système qui nous permet d'évaluer à partir d'originaux ou de copies avec les vérifications en ligne. Par exemple, pour le bac, on peut accéder aux résultats du bac en ligne. Donc, on peut vérifier si un applicant a eu son bac. On a aussi pas mal d'échantillons qu'on a vérifiés auparavant lorsque les choses fonctionnaient. Donc, on peut arriver à authentifier les documents apportés de façon locale. La Russie et l'Ukraine, dont le conflit est encore en cours, la même chose. Généralement, les applicants, quand ils nous contactent, n'ont pas forcément accès à leurs documents. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre leurs copies et les vérifier par rapport à la base de données locale, puisque ces deux pays ont des bases de données très poussées qui vont confirmer l'établissement dans lequel l'applicant a étudié, le diplôme qu'ils ont obtenu, l'année du diplôme. Donc, on peut vraiment trouver et confirmer de façon très précise si ces personnes ont effectivement les diplômes qu'ils nous disent avoir. On a aussi des cas comme le Somaliland, par exemple, qui sont des territoires qui sont disputés, qui sont des territoires qui existent d'un point de vue géographique, mais qui ne sont pas forcément reconnus politiquement, puisque le Somaliland est un territoire autonome qui est en Somalie, mais malheureusement qui n'est pas reconnu d'un point de vue international. Donc, nous nous basons sur ce que recommandent les bases de données alternatives, puisque généralement, il est difficile d'obtenir des informations sur le Somaliland en demandant à la Somalie, par exemple. Donc, on va se diriger donc vers ces bases de données comme l'UNESCO ou les réseaux ENICNARIC, qui sont des réseaux d'évaluation qui sont présents dans tous les pays d'Europe et du monde, mais aussi les rapports internationaux qui ont été faits sur les systèmes migratoires, comme ceux que produisent NOCUT. Et le dernier cas que l'on retrouve assez souvent dans les pays, je dirais, d'Asie, où il y a des diplômes en médecine alternative qui nous sont proposés et qu'on ne retrouve pas forcément au Canada. Donc, typiquement, on a des bacheliers en sciences ayurvédiques ou alors en yoga ou en médecine traditionnelle chinoise, des choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours, mais qui ont une valeur reconnue dans le pays d'origine. Donc là, pour la comparabilité, c'est ce dont je parlais avant, on va se baser sur
quelle est la valeur académique du parcours plus que le sujet étudié. Et on va produire une évaluation, c'est-à-dire que c'est un bachelier dans le pays d'origine, donc on va essayer de donner un bachelier dans le pays, donc le Canada, en spécifiant bien qu'il n'y a pas de comparabilité directe avec la matière. Donc on commente sur le niveau académique de la qualification, mais pas sur le contenu de cette qualification. Et c'est ainsi qu'on peut conclure que l'évaluation donc est régie par un cadre plutôt rigoureux qui se veut accessible, juste et transparent. Transparent, c'est-à-dire qu'on en fait part à toutes les étapes, comme vous avez vu, avec l'applicant qui se soumet au processus. C'est généralement un commentaire sur la comparabilité et non la reconnaissance. Donc, encore une fois, on va donner un équivalent académique, mais on ne peut pas donner et dire de façon définitive si cette qualification sera acceptée à des fins académiques ou professionnelles par la suite. À CIS, on fait en sorte de respecter et d'appliquer les principes du cadre pour garantir la rigueur et l'équité du processus. Et on fait en sorte de faire des aménagements pour accommoder au maximum les cas les plus complexes en respectant tous les principes et en favorisant la collaboration internationale, les outils numériques et la reconnaissance alternative. Cependant, le système a des limites, puisque dans les cas de parcours migratoire extrême, comme ceux où certains applicants arrivent et ils n'ont aucun document à nous soumettre, on ne peut pas, pour le moment, donner d'évaluation basée juste sur leur témoignage. Cependant, si le Canada finit par signer la Convention globale dont M. Dicot a parlé, nous pourrons peut-être procéder à ce type d'évaluation, puisqu'en Europe, ils ont un système de passeport d'évaluation qui se fait sur la base de témoignages et de recherche. Donc, ça serait quelque chose qui pourrait nous faire avancer dans le processus d'évaluation du diplôme par la suite. Et c'est donc la fin de ma présentation. Et si vous souhaitez plus d'informations, nous sommes à l'écoute à l'adresse email à l'écran. Merci à Madame Valérie Ismar. Madame Valérie Ismar cumule 8 années d'expertise et sa collègue que nous allons écouter maintenant, Madame Tiffany Campbell, 14 ans. C'est pas rien, hein? C'est la première fois que j'entends autant les mots intégrité, authenticité, cohérence. Bref, ce sont les béquilles de la rigueur. Hein? Donc vraiment, elles savent de quoi elles nous parlent. Donc on va continuer avec Madame Tiffany Campbell. Oh, bonjour, nous avons terminé notre présentation. Je me disais bien ça aussi, hein? Parce que c'est vrai que 8 ans et puis 14 ans, j'ai dit, bon, peut-être que comme elle a 14 ans d'expérience, elle a des détails à nous rajouter. Mais bon. Donc, c'est la période des questions. En tout cas, merci pour vos différentes présentations, Monsieur Dicot, Madame Campbell, Madame Ismar. Place maintenant à nos réactions, cher public. Est-ce que nous avons des... Oui. Est-ce que je me promène avec le... Merci. Bonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Hayat, je suis étudiante à l'UQAM.
Je suis ici parce que ma thèse porte sur la reconnaissance des acquis, mais pour un public un peu plus spécifique, qui sont les enseignants formés à l'étranger, immigrés formés à l'étranger. On a parlé de la comparaison des diplômes et tout ça, mais moi, je voudrais demander par rapport au contexte québécois, qui est assez différent des deux contextes qu'on a vus lors de la présentation, vu que la comparaison des diplômes au Québec, elle est beaucoup plus faite par le gouvernement de la francisation, le ministère de la francisation. Et je me demande, tout à l'heure, monsieur, vous avez dit que vous faites attention que tous les organismes que tu fais ton équivalence, en fait, ton étude comparative d'un organisme ou un autre, on vous assurait que le résultat soit le même. Mais moi, je connais des cas, y compris moi, que j'ai eu des résultats différents par rapport à deux organismes, un qui est au Québec et l'autre qui est l'OS. Alors, je me demande vraiment comment ça se passe, juste pour comprendre, comment ça se passe cette collaboration entre ces organismes et comment vous assurez vraiment que cette collaboration, s'assurer que vous aurez les mêmes résultats dans tous les organismes. Et de l'autre cas, qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir certaines différences de temps en temps? Merci. C'est sûr que pour le Québec, qui a un système d'immigration à part entière, et que pour le Québec, en termes d'immigration, c'est le MIFI qui s'occupe de l'évaluation des diplômes. Et le MIFI est membre de l'Alliance, comme j'en ai parlé tout à l'heure, avec CES et d'autres organisations. Et en tant que membre de l'Alliance, nous collaborons pour partager les bonnes pratiques. Il y a des standards, notamment sur le cadre de l'assurance de qualité d'évaluation, qui sont établis. Et tous les membres de l'Alliance doivent respecter ces standards-là quand ils font leurs évaluations. Ceci étant dit, il pourrait y avoir des professions, il pourrait y avoir certaines évaluations qui sont faites par différentes organisations qui peuvent être différentes. Ça, c'est sûr. Mais le but, c'est vraiment de s'assurer qu'on ait le plus de cohérence possible pour pas qu'on ait des cas comme ça. Et puis aussi rester vigilante parce que notre deuxième panel concernera le Québec. Là, on a pris l'avion pour aller voir ce qui se passe ailleurs. On a pris de la hauteur. On va atterrir chez nous au Québec tout à l'heure avec le deuxième panel. Bonjour. Alors, c'est Fela Abraz de Accent Réfugiés Montréal. On s'occupe à Accent Réfugiés Montréal spécialement de personnes réfugiées. Alors, j'ai eu l'expérience personnelle, et puis j'ai vu ça avec d'autres personnes qui ont été faire leur équivalence de leur diplôme à OES et même ailleurs. Mais l'équivalence n'a pas été reconnue ici au Québec. Si on veut travailler au Québec, ce n'est pas reconnu. Est-ce normal? C'est-à-dire, on paye les frais, et c'est-à-dire il faudrait passer par le MIFI, sinon ce n'est pas reconnu. Je trouve ça anormal. Et puis il y a ça. Et puis deuxièmement, la madame Ismar avait dit quelque chose pour authentifier des diplômes des personnes qui en demandent, leur équivalence par exemple. Vous allez voir au niveau en fait des universités, s'il y a un problème par rapport à l'établissement en fait universitaire du pays, du demandeur. Vous référez également au consulat. Est-ce que vous prenez en considération, il y a des personnes réfugiées qui demandent ça, est-ce que vous prenez le danger où vous mettez les personnes, est-ce que c'est pris en compte? Parce que le MIFI, par exemple, travaillant avec les réfugiés, prennent en considération le cas de chaque personne. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des restrictions que vous faites? Est-ce qu'il y a des mesures que vous prenez en considération, par exemple l'état, le statut de la personne? Je vais répondre. Je vais répondre Madame. Tout à l'heure, Monsieur Dicot va répondre et ensuite Madame Valérie Isma a quelque chose à ajouter. Oui, je vais répondre à la première partie de ta question. Le système de reconnaissance des diplômes fonctionne seulement si
les évaluations que nous faisons sont reconnues par les organismes avec lesquels on travaille. Donc, je veux dire, les gouvernements. Pour le gouvernement fédéral, nous sommes un organisme qui a été authentifié pour faire l'évaluation des diplômes pour l'immigration, les employeurs, les ordres professionnels. Au Québec, c'est le MIFI qui est responsable de ces évaluations-là. Donc, si vous faites une évaluation WES pour l'immigration et que vous voulez immigrer au Québec, vous allez devoir être obligé de faire l'évaluation avec le MIFI. Donc, c'est cette évaluation-là qui est au Québec. Par contre, nous, on travaille avec des organismes professionnels, des ordres professionnels, notamment l'Ordre des ingénieurs du Québec, qui acceptent l'évaluation des diplômes WES dans leur processus de reconnaissance des qualifications des ingénieurs. Et je pense que ma collègue l'a mentionné très, très bien. Le processus d'évaluation des diplômes, c'est la première étape. Ce n'est pas un processus de reconnaissance des qualifications. On évalue les diplômes et on compare les diplômes que la personne a obtenus à l'étranger avec les diplômes canadiens. Une fois que ça, c'est obtenu, vous pouvez utiliser cette évaluation des diplômes pour faire reconnaître vos compétences avec les différents ordres, par exemple avec les enseignants ou les ingénieurs. Et à ce moment-là, eux, ils font leurs propres évaluations des reconnaissances et il y a des examens, il y a d'autres critères qui s'appliquent. Donc, c'est vraiment la première étape et au Québec, c'est vraiment le MIFI qui s'en occupe. Merci, M. Dicot. Madame Valérie? Oui, donc ce que je voulais dire, et justement pour renforcer ce que M. Dicot a dit, c'est exactement ça, c'est que il faut faire la différence, encore une fois, comme je l'ai dit au début de ma présentation, entre l'équivalence et la reconnaissance. Ce sont deux processus complètement différents. L'un se base sur l'autre, mais l'un n'est pas l'autre. Donc nous, ce que nous faisons, c'est vraiment comparer les diplômes pour qu'ils soient transférables dans le système canadien, mais ensuite, la charge de reconnaissance est pour l'organisme qui le reçoit. Donc, si effectivement un ordre d'ingénierie ou de soins infirmiers, par exemple, décide de ne pas reconnaître le diplôme, pour des raisons qui seront probablement dites à l'applicant, ce n'est pas de notre ressort, malheureusement. Par contre, comme l'a dit M. Dicot, nous avons nous aussi notre réseau qui fait qu'on a des instances de reconnaissance. Par exemple, nous avons un réseau de reconnaissance pour les études infirmières où nous faisons des évaluations pour les ordres du Nouveau-Brunswick, non, pas du Nouveau-Brunswick, du Terre-Neuve et l'Alberta et d'autres ordres qui sont hors de l'Ontario, puisque nous sommes en Ontario. Ensuite, pour rebondir sur la deuxième partie de la question, qui est comment est-ce qu'on gère les réfugiés et est-ce qu'on les met en danger? Non, on ne va pas les mettre en danger. Quand je dis qu'on contacte les ministères ou les établissements, c'est dans la mesure du possible. Généralement, lorsque nous avons des réfugiés, nous nous basons sur, en première partie, les bases de données auxquelles nous avons accès. Et il faut aussi dire que le système d'immigration étant différent d'une province à l'autre, généralement, les réfugiés n'ont pas vraiment besoin d'évaluation de diplôme, en tout cas pour accéder à l'immigration en Ontario. Ça se passe, c'est un système qui est différent et parallèle. Et une fois qu'ils veulent le faire au niveau général pour poursuivre leurs études ou, par exemple, pour accéder à un emploi, là, on va se baser sur les données qu'on a en état. On ne va pas forcément contacter un établissement sachant que la personne va être en danger. Bonjour, Valérie Guilcar-Letourneau du CIAFT, le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail. Merci pour vos présentations, c'était vraiment très éclairant. Je constate l'ampleur du travail que vous faites. Merci. Ma question relève justement de la coordination entre l'action canadienne puis le pouvoir provincial. Donc, je comprends que vous avez un espace de coordination pan-canadien. Toutes les provinces au Canada ont la responsabilité de l'immigration. Comment est-ce qu'on peut apprendre de vos expériences dans les relations avec les provinces pour mieux comprendre comment nous, au Québec, on pourrait améliorer peut-être l'influence de vos organismes sur les procédures ici? Et je me demande, parce que bon, dans d'autres secteurs, comme par exemple la santé,
où il y a une partie des pouvoirs qui appartiennent au fédéral, une partie qui appartient au provincial. Est-ce que c'est le cas aussi en immigration qu'il y a certains principes qui sont gérés par le fédéral, tandis que d'autres applications relèvent du provincial? Je ne sais pas si certaines personnes sont au courant de ça ici, mais je sais qu'au Québec, en tout cas, sur la question de la santé, ça nous a déjà été très utile qu'il y ait des dimensions gérées au plan fédéral, même si une grande partie est gérée par la province, parce que ça fait en sorte qu'on ne peut pas aller trop loin dans certaines mises en application de la privatisation, par exemple, parce que les principes d'universalité relèvent du fédéral. Mais je me demande s'il y a quelque chose d'équivalent peut-être en immigration. Je ne sais pas. C'était pour une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent outillé pour répondre à la question du SIAFT? C'est compliqué. En fait, le gouvernement fédéral n'a pas à gérer, n'a pas de pouvoir. Il a le pouvoir de dépenser, ce qu'il fait généreusement en mettant des conditions. Maintenant, est-ce que c'est toujours une bonne chose? On peut toujours embaucher de très bons analystes dans un bureau à Ottawa et réfléchir à des réalités en collectant toutes sortes de choses. Mais lorsqu'on n'a pas l'expérience de gestion réelle des vrais processus sur le terrain, que ce soit un système de santé, un hôpital, une clinique et tout, il risque d'avoir un décalage. Alors, bien entendu, moi, je parle des ordres professionnels, je parle aussi des services d'évaluation comparative parce que je fais partie du comité de suivi sur le cadre d'assurance qualité et l'évaluation des diplômes. Il est clair qu'on peut toujours apprendre du voisin. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des tribunes, des espaces, des forums de collaboration. L'Alliance des organismes d'évaluation des diplômes est un excellent forum. Le SIGDI fait son travail aussi pour réunir les gens. Ce qu'il faut, là, ce n'est pas quelqu'un qui débarque puis je vais vous dire comment faire. C'est que les gens qui ont la responsabilité concrète sur le terrain se réunissent, se parlent, s'échangent des données, s'échangent des bonnes pratiques. Ça se fait au sein du Canada. Il faut le reconnaître, le soutenir et non pas vouloir se superposer parce que là, on crée toutes sortes de petits problèmes politiques, d'orgueil institutionnel et tout. Et ça a été notre plaie pendant une centaine d'années dans ce pays. En passant, merci à M. André Gariepi. Donc, restez connectés parce que tout à l'heure, pour le panel 2, en effet, on va beaucoup être au niveau du Québec, au niveau du local. Donc, vous voyez que ça part bien, là. Donc, Puis aussi, pour compléter... Oui, il paraît qu'on a des questions aussi après l'intervention de Madame. On va aller en ligne parce qu'on a des questions en ligne. Parfait. Donc, pour compléter aussi sur l'enjeu de la reconnaissance des diplômes spécifiques au Québec, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système qui est en place, qui est géré par le ministère de l'Éducation et qui est fonctionnel au niveau professionnel et technique collégial. Ce qu'on voit apparaître comme problématique au Québec, elle est propre au niveau universitaire. Et la problématique de la reconnaissance au niveau universitaire ne se porte pas au niveau des mécanismes, disons, gouvernementaux, mais aux pratiques et plutôt des universités et à leur interprétation de la loi sur l'enseignement supérieur, puis leur compréhension de leur pleine autonomie en termes de gestion de la question de la reconnaissance des diplômes étrangers. Donc, ils instrumentalisent quelque part ces mécanismes à des fins d'admission et de rediplomation, indépendamment des mécanismes de reconnaissance des diplômes eux-mêmes. Donc, la réalité est qu'on a un système qui serait fonctionnel dans l'écosystème canadien global si on avait des modalités de fonctionnement plus effectives avec les universités. C'était Madame Katia Hatif d'Action Travail des Femmes. Merci, Madame Katia. On va aller pour les questions en ligne. J'ai une question pour deux. Je suis médecin. Mon question est,
combien d'années il prend pour faire la vérification de leur diplôme avec le assessment de compétences pour quelques personnes qui arrivaient au Canada? Je veux bien comprendre votre question. Donc, vous avez dit ça prend combien d'années, quel le temps il prend pour faire l'évaluation de diplôme avec le compétence? Est-ce qu'il prend 5 années, 10 années, 13 années? Aussi, combien le coûte par personne? C'est une question intéressante. Pour la reconnaissance des diplômes, le temps que ça prend pour nous, ça dépend de si on a la totalité des documents requis, parce que pour la crédibilité du système, il faut que les documents soient vérifiés et authentifiés. Et ça peut prendre une certaine période de temps, mais pas plus que, si on a tous les documents, pas plus que 2-3 semaines pour faire l'évaluation des diplômes. Maintenant, la reconnaissance des compétences, c'est un autre processus à part avec lequel vous allez parler avec l'ordre professionnel de votre profession à vous, qui vous dirait exactement c'est quoi le processus pour faire la reconnaissance des compétences. Si vous êtes médecin, vous faites d'abord l'évaluation de vos diplômes, vous donnez ça à votre ordre professionnel et l'ordre professionnel a ses propres critères d'évaluation et de reconnaissance des diplômes, ce qui peut prendre, dépendamment du temps qu'ils ont, du temps aussi, et ça peut coûter de l'argent. En ce qui concerne l'évaluation des diplômes, c'est sûr qu'il y a un coût qui est associé à l'évaluation des diplômes, et dépendamment de quelle évaluation des diplômes que vous faites, pour l'immigration, on fait l'évaluation dossier par dossier, donc, et pour la reconnaissance des compétences, on fait l'évaluation cours par cours qui est beaucoup plus détaillée, qui détaille tous les crédits, les moyennes que vous avez obtenues pour que les ordres professionnels puissent faire leur évaluation. Donc, c'est une question très, très spécifique, mais je veux dire que pour l'évaluation des diplômes, ce n'est pas beaucoup de temps. Pour l'évaluation des compétences, ça pourrait prendre plus de temps. Monsieur Dicot, le monsieur dit ça coûte combien? Ça coûte combien pour l'évaluation des diplômes? Ça, je ne pourrais pas vous le dire, ça dépend des professions. Pour nous, l'évaluation des diplômes, il y a un coût qui est associé à ça. C'est moins de $200. Si vous faites l'évaluation cours par cours, c'est $300. Ça, c'est pour l'évaluation des diplômes. Pour l'évaluation des compétences, si vous devez faire le processus de l'application, vous devez faire des cours d'appoint, il y a un certain processus qui est relié à ça, et ça, c'est un coût associé. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien ça coûte, mais c'est sûr que pour beaucoup de professions, et ça, c'est un problème pour l'évaluation des compétences, c'est très coûteux. Et les gens qui immigrent au Canada, qui viennent avec des économies, qui viennent au Canada, qui doivent s'occuper de leur famille et qui doivent payer des milliers de dollars pour faire évaluer leurs compétences, c'est un problème et c'est un obstacle. Et c'est pour ça qu'il y a des programmes gouvernementaux, comme au gouvernement fédéral, qui ont des prêts pour l'évaluation des compétences. Le Québec avec le programme PRTCE, qui a expiré il y a quelques années, qui donnait des prêts un maximum de $15 000 à des taux d'intérêt réduits pour que les gens puissent payer pour l'évaluation des compétences parce que c'est très coûteux. On a reconnu que c'est un obstacle dans l'évaluation des compétences. Et ça, c'est un autre sujet de conversation, crois-moi, sur le coût que ça prend pour faire évaluer les compétences. Mais l'évaluation des diplômes, c'est un coût minime par rapport au coût global de l'évaluation des compétences. Et ça dépend des professions, certainement. J'aimerais juste ajouter, si je peux, que pour éviter l'errance, justement, et les dépenses, je dirais, entre guillemets, inutiles, il faut mieux se rapprocher. Par exemple, vous êtes médecin, rapprochez-vous de l'ordre des médecins de la province dans laquelle vous êtes établi. Donc, je suppose le Québec. Donc, allez voir cet organisme d'abord. Eux vont vous guider sur ce dont vous avez besoin, puisque certains collèges professionnels n'ont même pas besoin d'évaluation de notre côté. Ils font leurs propres évaluations. Donc parfois, effectivement, il y a des redondances qui se font et c'est du fait de la méconnaissance du système. Donc si vous voulez pratiquer la médecine, que ce soit au Québec, en Ontario, ou etc., où vous souhaitez vous établir, rapprochez-vous d'abord de l'ordre qui va, lui, vous dire exactement ce dont ils ont besoin et vous éviter d'aller dépenser de l'argent un peu partout et non à propos.
On va aller en ligne, comme on leur a promis, et on reviendra dans la salle. Donc, si vous êtes en ligne, vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Est-ce qu'on a une question pour les personnes qui nous suivent en ligne? Oui, vous ouvrez votre micro. OK, c'est écrit. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, OK. Parfait. Ma question, je me présente, je suis Aranza Surekad, analyste au bureau du commissaire à l'admission aux professions ici au Québec. Et ma question concerne votre emploi dans les institutions de l'intelligence artificielle. Alors, dans les chats, se développe un peu, comme par exemple, les outils qui sont employés, comment, à quel moment du processus, est-ce que vous avez des instances de contrôle d'identité humaine, si vous pouvez même nous parler de comment est-ce que vous savez entraîner les algorithmes. En tout cas, toutes sortes d'explications par rapport à votre emploi, ça sera très intéressant. Merci. Alors, je vais répondre puisque je vois la question en ligne. Alors, notre emploi de l'IA, pour l'instant, à CIS en tout cas, notre emploi de l'IA est plutôt limité dans le sens où on l'utilise comme un outil pour faire les tâches qui sont qui prennent du temps, c'est-à-dire par exemple entrer des données, convertir les documents, etc. On n'utilise pas encore l'intelligence artificielle pour générer des résultats d'évaluation. Chez nous, l'évaluation est faite par des êtres humains pour l'instant et on n'en est pas encore au niveau où on entraîne l'intelligence à faire les évaluations pour nous. Donc, ça reste vraiment un outil du même ordre qu'on utiliserait Excel ou alors PDF, etc. Ce n'est pas encore quelque chose d'autonome qui fait les évaluations pour nous. Si je peux ajouter, et comme Valérie l'a dit, l'utilisation de l'IA est assez limitée, mais même s'il y aurait peut-être l'utilisation de l'IA dans certaines parties du processus, mais j'aimerais indiquer que c'est un processus qui est assez rigoureux. On a des analystes, on a des évaluateurs, puis on a le contrôle qualité. Donc ça passe par plusieurs étapes avant de produire le rapport pour s'assurer que le rapport soit crédible. Comme encore une fois, c'est vraiment important d'assurer la crédibilité de ce rapport qu'on donne pour qu'il soit accepté. C'est ça qui garantit que le système marche. Donc, c'est une évaluation très rigoureuse. Même si l'IA commence à être utilisée, on aura toujours cette même évaluation rigoureuse pour s'assurer que les évaluations qu'on donne soient crédibles. Merci. Oui, bonjour, Caroline Parent-Legault. Je suis responsable de l'admission à l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Je voulais simplement revenir sur les coûts associés à une reconnaissance des compétences. En fait, les coûts associés ou reliés à une évaluation des compétences ne sont pas si élevés. On parle, selon les ordres professionnels, par exemple, chez nous, c'est environ 1 000 $. Ce qui peut être dispendieux et ce qui peut occasionner des frais supplémentaires, c'est ensuite la prescription de cours qui va venir avec l'évaluation des compétences. Donc, si on identifie chez la personne candidate plusieurs domaines de pratique et plusieurs stages à compléter avant d'obtenir l'équivalence, à ce moment-là, c'est certain que ça peut prendre quelques mois, quelques années, des cours à défrayer là, auprès d'universités, des stages qui vont avoir aussi des coûts, qui vont faire en sorte que la personne candidate ne pourra peut-être pas travailler ou seulement à temps partiel pendant la période où elle va compléter son programme de formation. Donc, l'évaluation des compétences, c'est une chose, mais ensuite, c'est l'actualisation là, des compétences, c'est de mettre en œuvre ce plan-là, cette imposition de cours et de stages qui va faire en sorte que la personne va pouvoir devenir membre de l'Ordre et exercer au Québec. Donc, ce n'est pas seulement les coûts d'évaluation. Voilà. C'était Madame
Merci, Madame Caroline. Bonjour. Moi, c'est une question plutôt de précision. Je m'appelle Ikram Regui, je suis coordonnatrice au comité consultatif femmes en développement de la main-d'œuvre. Vous avez mentionné, ma question est pour Madame Ismar, vous avez mentionné que l'Alliance, pour être précis, l'Alliance canadienne des services d'évaluation de diplômes est née de l'initiative de plusieurs organismes, dont des établissements universitaires. Je me posais la question, si vous, à votre niveau, vous faites des évaluations, avez-vous écho que certaines universités respectent l'évaluation qui est faite par vous et qui a peut-être au niveau de leur reconnaissance, parce que les reconnaissances sont faites par les universités également, est-ce qu'il y a une reconnaissance finalement de l'évaluation, étant donné que parfois certaines universités sont liées avec cette alliance? Alors, oui. En soi, puisque typiquement, comme je l'ai dit, nous aussi, nous avons notre propre réseau d'acceptance. Par exemple, nous faisons toutes les évaluations pour le Niagara College, par exemple. Donc, nos évaluations sont acceptées directement par l'institution en soi. Et nous appartenons aussi à l'Université de Toronto. Donc, forcément, la transférabilité se fait automatiquement, puisque nous sommes un département de l'université. Donc oui, la reconnaissance parfois se fait très rapidement sur la base de notre évaluation sans passer par un autre système, un autre processus. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisque comme on l'a dit avant, d'une province à l'autre, les attentes sont différentes. Donc ce que l'Ontario va accepter basé sur ce que l'Université de Toronto va produire n'est pas forcément ce que le Saskatchewan va accepter ou alors l'Alberta va accepter. Mais ça arrive. J'ai une question de précision. Quand vous dites évaluation, vous parlez d'une reconnaissance des évaluations. Vous parlez des évaluations comparatives à des fins d'admission, à des programmes. Et quand vous parlez de reconnaissance, donc est-ce que est-ce que ce dont vous parlez exprime un mécanisme de validation par diplôme d'une évaluation préalable, par un diplôme universitaire? Parce que vous parlez de reconnaissance à un moment donné dans votre réponse. Oui, non. Alors. Est-ce que c'est à la fin d'admission ou est-ce qu'il y a une sanction? C'est pour l'admission. C'est pas simplement pour l'admission. Oui, c'est simplement pour l'admission. Donc les universités ne sanctionnent pas vos évaluations par un diplôme universitaire? Non, non, pas du tout. C'est vraiment pour pouvoir accéder à une poursuite d'études. Okay. C'est l'heure de la pause. Je pense que la discussion commence à être assez allumée et vous verrez qu'elle continuera avec le modèle local. Donc, vous pouvez même garder vos questions puisqu'on est à cheval entre l'international, le local et les faits vécus. Donc, on pourra quand même retourner au premier panel lorsqu'on posera les questions au second. Merci encore à Mme Valérie Ismar, à Mme Campbell et à M. Dicot de s'être prêtés au jeu. Merci et merci au public d'avoir été si attentif. Donc, on prend une pause.